L'invité politique, tous les matins à 8h15 en direct sur Public Sénat. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Alors nous voici ensemble pour passer au crible une semaine d'actualité politique et parlementaire devinée par quoi Devinée par quoi Par la guerre interne à l'UMP. Un nouveau mot a surgi cette semaine, le RUM pour Rassemblement UMP, le nouveau groupe parlementaire créé avec 71 députés derrière François Fillon. La ligne rouge est franchie, dit Jean-François Copé. La perspective d'un référendum auprès des militants s'éloigne, mais les discussions continuent en coulisses. Et pendant ce temps, les sénateurs UMP décident de rester unis. Pas de scission du groupe parlementaire, mais les fillonistes majoritaires ont quand même créé cette association RUMP et ils réclament l'organisation d'une nouvelle élection. Enfin, pendant la crise, le travail parlementaire continue. Au Sénat, les communistes ont aidé au rejet du projet de loi de finances 2013, puis le lendemain du projet de budget de la sécurité sociale. À leur palmarès, 4 textes retoqués. Et avec nous pour commenter toute cette actualité, Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Nouveau Centre, député de l'Eure. Vous avez rejoint l'aventure UDI. Co-fondateur de l'UDI. Co-fondateur de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, qui est présidée par Jean-Louis Bordeaux. Mais vous présidez le Conseil national. On va bien sûr y revenir dans cette émission. Et avec nous, Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CEVIPOF, c'est le Centre de recherche politique et de Sciences Po Paris. Avec vous, on va essayer bien évidemment de comprendre ce qui se cache derrière cette guerre à l'UMP. On ne comprend jamais rien avec Pascal Perrineau, donc nous rassurez-vous. C'est de l'humour, vous l'aurez compris. Allez, ça commence fort. Comme promis, on commence avec la crise à l'UMP, semaine numéro 2. Et si vous avez raté le principal épisode de la semaine, c'était mardi. La commission des recours ayant proclamé Jean-François Copé président de l'UMP, François Fillon organise la riposte. Il annonce la création de son groupe à l'Assemblée. Surgit alors un troisième personnage, Nicolas Sarkozy. Explication et résumé de la journée avec Ahmed Tazir. Plusieurs rangées de caméras l'attendent. François Fillon essaie tant bien que mal de se frayer un chemin. Dans un instant, il va prononcer la contre-attaque après la proclamation officielle de Jean-François Copé comme patron de l'UMP. Un hold-up selon François Fillon. Comme un signe, l'alarme de sécurité retentit quelques minutes avant son arrivée sur l'estrade. Merci. Puis François Fillon prend la parole. Je demande à Jean-François Copé une nouvelle élection par les adhérents dans les 3 mois. Dans l'attente de cette nouvelle élection, j'ai décidé, avec les députés qui me suivent, de constituer un groupe parlementaire qui aura pour nom le Rassemblement UMP. Le discours terminé, inutile d'en rajouter plus. Pardon, non, c'est terminé. Terminé, merci beaucoup. Je me suis exprimé, merci. Quelques minutes plus tard, le discours fait son effet. Les coups de téléphone fusent. Nicolas Sarkozy appelle François Fillon, puis Nicolas Sarkozy appelle Jean-François Copé. L'ancien chef de l'État veut à tout prix que les deux protagonistes se rencontrent enfin. Ce sera chose faite dans le bureau du député maire de Meaux à l'Assemblée nationale. À la sortie, Jean-François Copé raconte le deal avec François Fillon. J'ai à cette occasion demandé à François Fillon de renoncer à son projet de constituer un groupe dissident de l'UMP et renoncer aussi à son projet de recours en justice. En contrepartie, j'ai proposé à François Fillon que l'on donne la parole aux militantes et aux militants de l'UMP pour qu'ils se prononcent par référendum pour savoir s'ils souhaitent ou non que l'on recommence à voter. Réponse du berger à la bergère. François Fillon est favorable à un référendum sur un nouveau vote des militants UMP. Il fait parler sa garde rapprochée. Il y a une évolution très nette alors que ce matin il n'était pas question de voter à nouveau. On voit qu'il y a un progrès qui est fait, nous l'acceptons comme étant positif. Pour préserver l'unité du mouvement, vive le référendum. En attendant, la famille UMP fait chambre à part, mais sans divorce pour le moment. Voilà, le mardi se terminait par une note d'espoir et le mercredi, patatras, Jean-François Copé, furieux de voir François Fillon ne pas abandonner l'idée de son groupe parlementaire, eh bien il fait marche arrière, fin de négociation, le référendum s'éloigne. Écoutez. La réponse arrive ce matin, et je l'ai appris hier soir tard, publié au journal officiel, le groupe dissident RUMP
Room, je ne sais pas comment on dit, avec 60 et quelques députés. Bon, à partir de là, je considère que les conditions ne sont pas réunies. Voilà. Donc, il n'y aura pas de référendum. Écoutez, à partir du moment où il y a un groupe parlementaire publié au journal officiel, dissident, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on a évoqué, bon, ben voilà, je crois que chacun maintenant comprend ce qu'il faut comprendre. Ouais, Hervé Morin, est-ce que vous comprenez tout ce qui se passe ou est-ce que vous dites que ces deux hommes sont tombés sur la tête? Je pense qu'il faut que ça s'arrête, mais je pense que derrière ça, il y a en fait la construction. Alors, c'est deux RPR, deux anciens RPR qui se combattent. Mais derrière ça, il y a une fiction qui est la création de l'UMP. L'UMP s'est constituée en 2002 dans un contexte très particulier où Jacques Chirac n'a pas besoin des centristes pour gagner le deuxième tour de l'élection présidentielle et constitue un vaste rassemblement qui tient pendant 10 ans pour une raison simple, c'est que le chef de l'UMP est à l'Élysée. Et donc l'obligation de solidarité, de collégialité, de solidité fait que le système tient. Et puis dès que l'UMP tombe dans l'opposition, eh bien ça s'effondre parce que en réalité la droite et le centre et l'ensemble de cette grande famille politique-là a trop de divergences, notamment et d'autant plus que vous êtes aujourd'hui dans un contexte de droitisation considérable. Il y a beaucoup de tabous qui sont tombés. En clair, pendant 40 ans ou 50 ans, il y avait des mots, il y avait un positionnement politique qui était interdit parce qu'on avait le souvenir de Vichy. Et aujourd'hui, on est à peu près, on a le droit de reprendre les mêmes thématiques qu'on pouvait les prendre sous la Troisième République avec les croix de feu et Maurras. Donc tout ça amène à déporter l'UMP à droite tellement qu'un jour ou l'autre, le système finit par s'effondrer. Donc je pense qu'il s'effondre. Vous qui êtes un fin observateur de la vie politique, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, pas de bien chef, sûr. donc C'est l'échec de l'UMP et du projet de l'UMP de constituer un grand parti dans l'espace des droites et du centre. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que dit Hervé Morin, il y a aussi l'histoire de tous ces courants politiques. Comme le disait René Raymond, il y a des droites en France, avec des traditions extrêmement différentes. On a tenté de les fondre dans un même creuset, ça ne marche pas. Alors, pour en revenir à cette semaine et à cette crise spécifiquement, l'issue, c'est quoi pour vous? Comment on va se sortir de là? Là, on en est aux tractations. Alors, l'issue, tout n'est pas encore complètement bloqué. Bon, les statuts, on l'a bien vu, le recours aux statuts, ça ne suffit pas. La COCOE, la commission de recours, ça ne suffit pas. Alors on s'est tourné vers l'extérieur. Le père fondateur, Alain Juppé, ça ne marche pas. L'autorité tutélaire du président de la République, ça, apparemment, ça ne marche pas, même si Nicolas Sarkozy reste toujours très actif. Mais il semble tout de même que cette idée, à moins que les deux hommes aient intérêt à une véritable scission, il y a déjà une scission à l'Assemblée nationale, y aura-t-il une scission dans le parti? On ne voit pas très bien deux groupes parlementaires vivre leur vie sans que le parti, à un moment ou un autre, n'éclate. Donc, si on rentre dans cette perspective, au fond, ça veut dire qu'il n'y aura pas de sortie de crise, on va s'installer dans deux partis issus de l'UMP, en tout cas deux groupes parlementaires issus de l'UMP. Sinon, c'est réélection, éventuellement. Sinon, je ne vois pas. C'est la réélection avec une commission indépendante afin de donner à cette élection une autre allure que la piteuse allure qu'elle a pu Donc avoir. Une commission indépendante qui ne serait pas du tout UMP, qui serait des personnalités une commission indépendantes. indépendante dans laquelle il y a à la fois des représentants de l'UMP et bien sûr des gens qui n'ont rien à voir avec l'UMP. Hervé Morin, quand on entend un référendum pour savoir s'il faut voter, ça rime à rien, non? Comment vous voyez ça, vous? En même temps, une nouvelle élection, vous imaginez le bordel. Des mois, retour à la campagne, les parrainages, d'autres peut-être l'année prochaine maintenant. C'est pour un parti politique, c'est une épreuve, une élection. Alors si en plus de ça vous remettez ça, c'est pas quelque chose. Je dis simplement Pascal Perrineau. Alors l'UDF n'a jamais été un parti centralisé, unique et unitaire comme a pu l'être l'UDF, comme a pu l'être l'UMP, mais je vous rappelle qu'on a eu deux groupes, nous. Vous vous souvenez, en 88, où il y avait grosso modo le CDS qui avait fait son groupe et le reste de l'UDF qui avait constitué son propre groupe. Au début de la session, finalement. Et donc, oui, en fait, le début de la session, pour moi, c'est le jour où il a manqué un leadership. C'est-à-dire en 95, quand Léotard, Bayrou, Giscard et Monory se neutralisent et vont chercher Balladur. Ce jour-là, c'est le début de la mort de l'UDF. Donc vous avez déjà connu ça aussi, vous, de l'autre côté. Mais donc là, il y a une question de leadership qui se pose. Et donc je crois, pour François Fillon et Jean-François Copé, on disait avant le début de l'émission, leur intérêt réciproque, si l'un et l'autre ont en tête l'élection présidentielle, c'est de ne pas faire d'élection. C'est-à-dire d'avoir deux groupes parlementaires et de se dire, mon vieux,
Le rendez-vous, il est pour 2016, au moment des primaires, s'il y a des primaires. Mais est-ce qu'ils ont les moyens d'attendre, notamment financièrement? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, non, ils peuvent avoir les moyens. Deux groupes à l'Assemblée, c'est quand même une arme de dissuasion pour François Fillon notamment. On sait que si les parlementaires fillonistes décident de ne pas verser l'argent à l'UMP, c'est 6 millions d'euros quand même. C'est pas rien. C'est quelques mille par parlementaire, donc voilà. On fait ça permet de voir venir, oui, et ça permet de faire vivre une organisation. Cependant, il faut bien voir que s'il y a des primaires, ces primaires, elles concerneront un autre corps électoral Les Français. Elles concerneront les Français dits de droite, ceux qui déclareront de droite ou du centre. Le PS les avait faites totalement ouvertes. Voilà, totalement ouvertes, puisqu'il y avait même un candidat qui était un candidat radical, qui ne venait pas du Parti socialiste. Est-ce qu'il faut que la droite le fasse? Est-ce qu'il faut qu'ils ouvrent ces primaires à tous les Français? Il faudra voir le climat dans les années 2015-2016. D'accord avec moi, non? J'en sais rien. Pour nous, la question se posera aussi. Est-ce que nous participons aux primaires puisque nous sommes clairement dans une coalition gouvernementale affichée à l'avance, contrairement à François Bayrou? Donc est-ce que nous y participons? Ou est-ce que nous participons à des primaires du centre? Ou est-ce que nous considérons que nous devons avoir notre propre candidat dans un processus de sélection interne? Pascal Payon, juste un petit mot. Vous parliez de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Est-ce que ça vous a surpris que sa médiation échoue à ce point? Il n'a plus l'autorité morale nécessaire pour... Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'il faut revenir là-dessus. Nicolas Sarkozy a perdu les élections. Et l'UMP a perdu gravement les élections législatives. Je regardais, sous la Ve République, jamais la droite classique, c'est-à-dire tous ceux qui sont quelque part entre la droite extrême et le centre dit hypercentre, indépendant, etc. Jamais la droite classique n'avait fait un aussi mauvais score à un premier tour de législative. Et pourtant, on s'est tourné naturellement vers Nicolas Sarkozy en recours. Oui. Donc c'est l'échec de la période sarkozyste et c'est l'échec de l'UMP. Et là, moi je crois, pour prendre un peu de hauteur, la crise de l'UMP s'explique comme ça. Ils ont tout fait à l'envers. Ils ont cherché d'abord à sélectionner le président, mais il fallait d'abord porter le juste diagnostic sur la séquence électorale présidentielle législative, se poser quelques réflexions et quelques questions en termes de que faire maintenant. Est-ce qu'on s'inscrit dans ce qu'Hervé Morin appelait tout à l'heure, en effet, la droitisation? Est-ce qu'il y a une vraie droitisation d'ailleurs de la société française? Ça, je crois. Selon que vous preniez... Non mais c'est très différent d'un niveau à l'autre. Vous pouvez avoir une droitisation par exemple sur le terrain par exemple de la demande d'autorité, de verticalité. En termes de libéralisme des mœurs, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de droitisation de la société française. Vous avez des mots qui sont communs à des populations qu'on estime électoralement divergentes. Les classes populaires qu'on considérait à gauche, même si tout ça est largement corrigé aujourd'hui, et disons les bourgeois classés à droite. Le mot de frontière, même si ça ne résonne pas de la même façon pour l'un et l'autre, c'est un mot qu'on entend des deux côtés. Le mot d'anticapitalisme ou d'antilibéralisme, on l'entend des deux côtés. Le mot de peur de l'étranger, on l'entend des deux côtés. Et donc il y a très clairement des propos qu'on entend dans la société française qui sont des propos qu'on n'entendait pas il y a 20 ans et qui sont partagés, j'allais dire, par toutes les couches sociales de la société française quand même, franchement. Alors, moi, je crois qu'il faut avoir un diagnostic. On va revenir sur le sujet. Mais on va revenir sur cette histoire de guerre à l'UMP. Vous savez que François Fillon, lui, il a réuni ses troupes au Sénat. Au sein du groupe, il est majoritaire au Sénat. Ils appellent à un nouveau vote, mais pas de groupe dissident, comme nous explique Jérôme Rabier. Après la création hier d'un groupe à part à l'Assemblée, François Fillon a consacré sa seule sortie publique de la journée aux sénateurs qui le soutiennent. Autour d'un petit déjeuner, il est venu avec eux concocter la stratégie à adopter pour le groupe sénatorial de l'UMP. Et à la sortie, la demande était claire. Nous voulons revoter. Je crois que si l'affaire du référendum ne peut plus tenir parce que Jean-François Copé n'en veut pas après l'avoir proposé, nous demandons simplement que l'on redonne la parole aux militants. C'est la seule manière d'en sortir et je crois que c'est d'ailleurs ce que majoritairement les militants veulent. Ils ont alors imposé le vote d'une motion au groupe dans son ensemble, pourtant dirigée par un proche de Jean-François Copé, le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Ce dernier a dû se rallier à la loi du nombre. C'est pas un ultimatum, ça s'appelle un vœu, un souhait. Mais il est clair que les sénatrices et les sénateurs du groupe UMP, qui sont aussi des responsables politiques, souhaitent que l'on puisse faire un nouveau vote à l'intérieur de notre formation politique. D'autres soutiens de Jean-François Copé, qui n'ont pas pris part au vote pour marquer leur opposition, préfèrent minimiser l'ampleur de cette décision. Je ne suis pas sûr que ce texte de motion du Sénat rajoute grand-chose au débat, mais bon,
il ne mange pas de pain, si je puis dire, dans la mesure où c'est à la fois pas une injonction et le groupe n'a pas éclaté. Fidèle à son image de pondération, le Sénat a encore une fois voulu se différencier. Hors de question de diviser une famille politique déjà affaiblie, même si cette demande de nouveau vote a permis de vérifier la forte domination des fillonistes au sein du groupe UMP à la Haute Assemblée. Pascal Perrineau, d'un mot, quelle importance accorder au fait que les parlementaires, les sénateurs UMP n'aient pas décidé la scission par rapport à l'Assemblée nationale ? Bon, c'est important parce que ça montre que dans cette autre assemblée, la logique de l'affrontement, de la scission, de la crispation autour de Fillon d'un côté, de Copé de l'autre, rencontre des réticences. Et il ne faut pas oublier que ces sénateurs sont aussi l'expression des élus locaux de l'UMP. Et ces élus locaux de l'UMP, ils voient bien que très bientôt, dans les élections locales, régionales, il y aura un combat commun et que ça n'est peut-être pas la solution la plus intelligente d'aborder ça dans la dispersion qui s'annonce, en particulier à l'Assemblée nationale. On va voir comment se passent les partiels, c'est intéressant. Parce oui, que les partiels qui vont, des législatives, parce que normalement le PS allait être balayé, ils allaient tous les perdre, et là, c'est plus ce que ça va donner. Finalement, le Sénat est plus l'expression de la base cette fois-ci. Et plus l'expression, en tout cas, de la base. Parce que regardez également, par exemple, dans le quotidien Le Figaro, ce matin, l'enquête qui est sortie auprès des électeurs de la droite, des électeurs de l'UMP. Eh bien, 80% voilà. Des Français. Voilà, ils veulent une solution qui est une solution de rassemblement. Ils veulent une solution dans laquelle le référendum s'imposerait. On va en venir à votre parti, à Hervé Morin. Pendant que l'UMP se déchire, votre rassemblement centriste de l'UDI donne l'image de l'unité. Inauguration mercredi matin des nouveaux locaux du parti dans le 7e arrondissement de Paris, en présence des principaux responsables politiques du mouvement, dont vous étiez présent pour le discours du président de l'UDI, donc Jean-Louis Borloo, qui profite de cette crise de l'UMP pour réaffirmer sa place. On écoute. Force est de constater ce matin que s'il n'y avait pas l'UDI, il n'y aurait probablement pas de force sereine, crédible de l'alternance en France. Nous ne nous réjouissons pas de ce qui se passe chez nos partenaires de la coalition, car dans les démocraties, il faut des coalitions. Bon, on voit quand même un petit sourire. Hein. Combien de demandes d'adhésion en plus à l'UDI et puis au nouveau centre, peut-être tout particulièrement? Oui, c'est vrai qu'on connaît une embellie, mais qui, à mon sens, n'a rien à voir, sauf marginalement, avec les déchirements de l'UMP. Ouais. Quand vous êtes militant, vous ne déchirez pas votre carte pour aller dans le parti d'à côté. Ça, c'est des conneries. C'est ce qu'on entend un peu quand même. Ouais, enfin, des militants ceux qui disent ça, ils disent ouais, mais c'est marginal. Le mouvement d'adhésion que nous connaissons est un mouvement d'adhésion qui correspond tout simplement au fait qu'il y a une dynamique et que ceux qui sont centristes, libéraux, européens, humanistes, se disent enfin, ils ont cessé leur machine à baffe qui faisait que à chaque élection, à chaque moment, ils se divisaient, ils se séparaient. Et finalement, on n'était plus du tout audible. Donc on décourageait tout le monde. Donc reviennent vers nous. Moi, je le vois d'ailleurs quand on a des réunions, des têtes, des visages qu'on a connus du temps de l'UDF rayonnante et qui se disent peut-être qu'il y a de l'espoir dans cette maison. L'UDI, c'est le grand gagnant de cette guerre à l'UMP ? C'est un des grands gagnants dont on parle le moins, on parle peu, parce qu'il y a une lecture qui, à mon avis, doit être prudente, qui consiste à dire que ce sont les extrêmes qui en profitent. Attention, quand vous regardez attentivement les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, vous apercevez par exemple que l'image du Front National reste étale, hein, mais qu'en revanche, l'image de l'UDI, ce tout nouveau parti politique, est en véritable explosion. Vous regardez toutes les dernières enquêtes, l'UDI a pris plus de 10 points. En moins de 2 semaines. C'est un signe. Et surtout, on s'est installé. C'est-à-dire qu'en moins de 2 mois, les Français savent ce que c'est, ce qui est quand même assez rare. C'est dur d'installer une marque dans une... Donc là, vous avez quoi, un nouvel électorat, une nouvelle vision, un espace sur lequel vous pouvez jouer, qui a manqué aux dernières élections. Nous avons une constellation... nous avons des astres qui nous sont favorables pour le lancement de notre parti. Après, pour nous, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est celui de préserver cette unité qui, bien entendu, sera fragile parce que chez un centriste, c'est compliqué. Et deuxièmement, être capable de porter un discours politique fort, audible. La société française n'est pas une société de consensus. Certes, il y a cette espèce de schizophrénie qui consiste à vouloir le rassemblement, cesser d'opposer les uns aux autres, ce qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy, ce que je lui reprochais. Et en même temps, on n'a jamais eu des Français aussi radicaux. Et donc, il va falloir qu'on soit capable de porter un discours de rupture et certainement pas de l'eau tiède.
Pascal Perrineau, si ça marche aussi bien pour l'UDI, on dit merci à Jean-Louis Borloo, on dit merci à qui? On dit merci à Hervé Morin. C'est quoi, il a une image de fédérateur? On dit merci à ceux qui ont su aussi, malgré les divisions très naturelles dans cette famille, qui est issue largement de l'UDF, d'avoir su surmonter leurs égos, leurs divisions. C'était le premier pas. C'est fragile, hein, on est d'accord. Ensuite, c'est fragile, mais bien sûr, c'est fragile. Ensuite, reste à remercier l'UMP, bien sûr. Et reste à remercier également le MoDem. Le MoDem et les socialistes. Parce que l'UDI a un espace, si vous permettez, très rapidement. L'UDI a un espace pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle a su s'unir. Aujourd'hui, l'UMP lui fait un cadeau. De nombreux électeurs de droite sont en déshérence aujourd'hui. Voilà. Ils sont plus qu'agacés. Ils ont besoin d'un pôle derrière lequel ils vont pouvoir se rassembler lors des élections. Mais il faut aussi voir que c'est le fruit de l'échec d'une stratégie d'un centre qui dit, voilà, nous sommes un hypercentre, nous ignorons superbement la bipolarisation de la Ve République, nous ne rentrerons dans aucun système d'alliance. C'est l'échec du MoDem. Oui, en vérité, c'est pas des militants que ça fait. Ça permet d'avoir des Français qui jusqu'alors étaient captifs, d'être à nouveau ouverts à un discours politique issu d'une autre famille politique. C'est ça, surtout le fruit de la division et de la guerre au sein de l'UMP. S'il y a deux UMP, est-ce que François Fillon crée son propre parti? Est-ce que ça ne risque pas de nuire au centrisme? Parce qu'il a une image de droite sociale qui va aller peut-être manger sur cet électorat-là? Vous savez, quand vous regardez tout de même les enquêtes, vous apercevez qu'une majorité d'électeurs de l'UMP, de gens qui sont des sympathisants de l'UMP, donc proches de l'appareil, rendent responsables. Ils disent, voilà, aujourd'hui, les deux sont responsables. Donc ça libère tout de même un bel espace pour bien ceux qui sont des alliés rivaux dans l'espace des droites et du centre, à savoir l'UDI. D'un mot, messieurs, si on revient sur cette guerre à l'UMP, Copé, Fillon, c'est fini pour 2017, ils n'ont plus aucun espoir? Pascal Perrineau, Hervé Morin. En politique, non? On n'est jamais mort en politique, Hervé Morin, vous êtes d'accord? Absolument pas. D'accord. Allez, pour clore ce chapitre UMP, on vous propose... Absolument, oui, on n'est pas mort, quoi. Bien d'accord. On n'est jamais mort en politique, ce sera la leçon. Écoutez, Mitterrand a quand même été, et Chirac ont été deux exemples incroyables, quoi. Allez, pour clore ce chapitre, on vous propose d'écouter le coup de gueule de la semaine. Il vient du député UMP Benoît, apparu au départ filloniste et puis qui a fini par jouer les casques bleus pendant 10 jours. Mercredi, il résume un peu, on pense, l'opinion générale. On l'écoute. Il y a un moment, ras-le-bol. Il y a un moment, tout le monde en a marre. Vous en avez marre. Les militants en ont marre, les Français en ont marre, les parlementaires en ont marre, les hommes de bonne volonté en ont marre. Stop. La question, c'est plus Copé, c'est plus Fillon. On s'en moque. Alors, les querelles d'ego, c'est bien. La testostérone, pardon, c'est merveilleux. Mais maintenant, stop. C'est plus leur problème, c'est plus leur enjeu. Qu'ils se détruisent l'un et l'autre, c'est leur choix. C'est leur droit. Mais qu'ils n'entraînent pas tout le monde avec eux. C'est tout ce que nous leur demandons aujourd'hui. Bon, vous êtes d'accord, messieurs? Ça suffit, la guerre? Il faut l'arrêter? Ras-le-bol. Oui, ça suffit, mais les bonnes volontés en matière politique, ça ne suffit pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pascal Perrineau, d'être venu aujourd'hui pour nous accompagner sur ce plateau. Hervé Morin, mais nous allons continuer à commenter la semaine. Il y a d'autres actualités que l'UMP. Et mardi, notamment, un ancien Premier ministre est auditionné à l'Assemblée nationale. En ce mardi, Lionel Jospin est entendu par la commission des lois de l'Assemblée pour défendre son rapport sur la rénovation et la déontologie de la vie publique. Il est tout principalement attendu sur le cumul des mandats. Chloé Baïse. Lionel Jospin présente à la commission des lois son rapport de la commission de déontologie et de la vie politique. Commandé par le président de la République en juillet dernier, il propose des réformes qui concernent directement les parlementaires. Parmi ces propositions, le parrainage citoyen des candidats à la présidentielle, la réforme du statut pénal du chef de l'État, mais surtout l'élection de 10% des députés à la proportionnelle et le non-cumul des mandats. Notre proposition est, pour les députés et les sénateurs, de limiter l'éventuel cumul à un mandat simple, celui de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional. C'est surtout cette dernière réforme qui a fait réagir les députés. Ça permettra un renouvellement, un rajeunissement, une féminisation et puis ça permettra surtout de vraiment exercer pleinement le mandat passionnant qu'est le mandat de parlementaire.
Moi, il y a plein de questions que je me pose qui sont dues à des questions qu'on me pose en tant que maire, que j'ai en tant que maire. Et je crois que c'est important de pouvoir garder cette règle-là de cumul pour les petites collectivités en tout cas. Si le non-cumul des mandats est adopté, il pourrait être mis en application dès 2014 aux élections municipales. Alors Hervé Morin, vous êtes non seulement député, mais aussi maire d'une petite commune, Épeigne, 1500 habitants. Est-ce que vous êtes prêt à laisser ce mandat de maire? Ça serait un vrai déchirement. En plus, c'est mon village natal. Bon. C'est là où je me sens vraiment bien, quoi. Vous pouvez laisser aussi votre mandat de député, si vous voulez. Bah, écoutez, c'est une question que je poserai en son temps, ça c'est clair. Attendez que la loi soit votée. Oui, voilà. Non, moi j'ai été très longtemps favorable à la fin du cumul des mandats et je dois reconnaître que j'ai évolué et que j'ai changé d'avis. Pourquoi? J'ai changé d'avis pour une raison très simple, c'est que je pense que on peut faire un toilettage, considérer qu'on se limite à 2 mandats en y intégrant les communautés de communes, etc. Bon, ça je suis tout à fait d'accord, il faut probablement encore restreindre le champ. Je suis contre la fin du cumul pour une raison simple, c'est qu'on est dans un État centralisé, on est dans un État jacobin. Et l'élu local qui ne peut pas s'appuyer et être relayé par des élus nationaux qui eux-mêmes sont des élus locaux, c'est grosso modo des élus locaux. C'est ce qu'on entend de beaucoup d'élus, effectivement. Mais on entend aussi de la part des sénateurs, socialistes aussi également. On aurait pu d'une part, on peut faire une exception pour le Sénat qui est le représentant des collectivités locales. Mais je parle pour les députés. Une administration ne décroche pas son téléphone quand vous êtes un élu local. Quand vous voulez défendre un bout d'autoroute, un échangeur, quand vous voulez défendre je ne sais quelle infrastructure, si vous êtes un élu local, l'administration centrale ne vous entend pas. Et il y a donc besoin, dans cet État centralisé, que des élus locaux ayant des mandats nationaux puissent porter cette idée-là. Dans les autres pays, Allemagne, Espagne, Italie, d'ailleurs, ne sont pas tous sur la règle du non-cumul, mais vous êtes sur des États fédéraux ou ayant des régions avec une autonomie considérable. Donc, si on va vers le non-cumul, il faut aussi en tirer des conséquences sur l'organisation de nos collectivités locales. Et pour ma part, beaucoup plus d'autonomie aux régions, avec éventuellement même un pouvoir législatif délégué aux régions sur un certain nombre de sujets. Entendez Lionel Jospin, il dit dans son rapport, on va davantage valoriser le statut du parlementaire en échange de ce non-cumul. Oui, mais alors dans ce ça cas-là, peut être une idée aussi. Par ailleurs, il y a une autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut réduire le nombre de députés. Parce que, honnêtement, 577 députés sans cumul, il n'y a pas des responsabilités pour tout le monde. On réduit le nombre de députés, le nombre de sénateurs d'une chambre. Oui, ça, de toute façon, il faudrait le faire. Il y a trop de parlementaires. Mais quoi qu'il arrive, je me permets de vous signaler que donner des responsabilités, un jeu et un rôle à 900 parlementaires sans cumul, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont s'ennuyer. Hein. Très rapidement, Hervé Morin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est vrai. Très rapidement, un mot d'une autre préconisation du rapport. Rester dans l'hémicycle sur le banc sans pouvoir prendre la parole, sans s'exprimer, franchement, ça va faire des frustrés. Hein. Le changement des règles de parrainage, 150 000 parrainages citoyens au lieu des 500 parrainages d'élus, ça vous convient ça? J'ai souffert de l'expérience de parrainage. Il y a peu de temps. Il faut changer le système. Il faut le changer parce qu'à chaque fois, on voit bien que tout ça devient très compliqué, même pour des candidats. Alors moi, on peut dire Morin, excès 1%, etc. Bon, mais pour ceux qui, comme Marine Le Pen, étaient crédités de scores élevés, le combat, le risque de ne pas se retrouver au premier tour de la présidentielle n'est pas supportable. Allez, on va passer au mercredi. Encore un texte rejeté au Sénat. C'est un symbole fort, c'est le premier budget du quinquennat Hollande. Il a été rejeté par le Sénat. Les socialistes ont tenté en vain de convaincre les communistes, mais rien n'y a fait. Les sénateurs centristes ont également voté contre. Les explications de Paul Bouffard. Les communistes s'abstiennent et le premier budget du quinquennat Hollande est rejeté au Sénat. Le volet recettes est retoqué, 156 voix pour et 165 contre. À la sortie, le ministre du budget est une fois de plus confronté à la réalité, une haute assemblée frondeuse. Il y a une majorité de gauche au Sénat, mais il n'y a pas une majorité gouvernementale comme il y en a une à l'Assemblée nationale. Mais chacun sait que l'Assemblée nationale a le dernier mot en cas de contestation avec le Sénat, et l'essentiel est bien là. Le PLF 2013 prévoyait 24 milliards de hausse d'impôts. Au moment du vote, les sénateurs communistes ne soutiennent pas le gouvernement. Nous pensons, comme l'a rappelé Thierry Foucault tout à l'heure, qu'il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué.
C'est avec un esprit véritablement responsable que nous prenons cette décision d'abstention, car nous souhaitons que le budget donne les moyens à l'État de mener une politique de progrès social et de progrès humain. Après ceux de l'énergie, de la programmation budgétaire et du budget de la sécurité sociale, c'est le 4e texte repoussé par la Haute Assemblée, pourtant de gauche. Le texte reviendra à l'Assemblée nationale avec une adoption définitive avant le 20 décembre. Alors, le Sénat a rejeté également en deuxième lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Alors, Hervé Morin, encore un texte rejeté. Les sénateurs centristes disent que c'est un grand gâchis, c'est presque la fin du bicamérisme. On ne va pas au bout des textes et du coup c'est rejeté même après quelques amendements, après quelques lectures. Heureusement que ces textes sont rejetés, sont des mauvais textes. Oui, mais on pourrait aller au bout de ces lectures. C'est ce que dit Jean Arthuis, que vous connaissez bien, qui est un sénateur centriste. Bien sûr. Mais bon, écoutez, c'est le jeu classique. On l'a vu des dizaines de fois dans l'histoire du Sénat, de textes qui, après, sont rejetés au moment des motions de procédure. Donc pour vous, c'est pas grave, finalement, que ce texte soit rejeté sans qu'on aille au bout de l'examen? Non, ça me paraît pas. C'est pas la fin du bicamérisme, comme il le dit. Non. Écoutez, j'aime beaucoup Jean Arthuis, mais je n'avais pas vu ça comme ça. Mais... Alors à l'Assemblée, cette semaine, au contraire, il n'y a eu aucune opposition dans l'hémicycle sur quoi que ce soit, notamment le projet de loi sur le logement qui avait été âprement débattu avant d'être rejeté par le Conseil constitutionnel, a été là adopté très facilement. Vous avez senti cette vacance sur les bancs de l'UMP cette semaine? Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout d'un coup, les esprits sont concentrés sur d'autres sujets. Et si on revient un petit peu sur le fond de ce projet de loi de finances, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux? Ce projet de loi de finances est une folie totale. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On a asséché le financement de l'économie française. Mélenchon avait dit de François Hollande que c'était un capitaine de pédalo. Excusez-moi, je trouve que c'est un amiral d'optimistes, ces petits bateaux, parce qu'ils tirent des bords. Donc mais il n'y a pas de cap. C'est du zigzag permanent. Franchement, on vient de voter, on est en débat sur la Banque publique d'investissement, mais la loi de finances a grosso modo tout fait pour empêcher les PME, les entreprises de taille intermédiaire de trouver les financements. On a mis des niveaux de prélèvement obligatoires tels que le business angel, le private equity, les sociétés de capital risque, l'autofinancement des entreprises dont on sait qu'il est largement inférieur à l'Allemagne, tout ça contribuera à une chose, c'est que les socialistes ne sont pas responsables de la crise, je suis d'accord avec eux, mais ils seront responsables de la récession. La récession de 2013, ça sera la leur, malheureusement, pour les Français. Oui, on remet ça sur l'héritage de Nicolas Sarkozy. Oui, vous dites le contraire. Je dis que quand on crée toutes les conditions pour mettre l'économie française à mal, on ne peut pas uniquement se porter sur l'héritage. Et j'observe par ailleurs que dans un certain nombre de pays, on commence à avoir les prémices d'un léger redressement de l'économie. C'est pas encore, bien entendu, merveilleux, mais on le voit dans quelques pays. Et j'observe par ailleurs que le président de la BCE, M. Draghi, annonce une reprise en Europe à partir du deuxième semestre 2013. Pour nous, on ne sait pas quand. Et moi, je vous dis, quand vous adressez des signaux politiques comme ceux qui ont été adressés à tous ceux qui créent de la richesse dans le pays, où on a stigmatisé les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les professions libérales, quand on leur a mis des avalanches de prélèvements obligatoires supplémentaires, et quand on a tenu le discours qui a été le leur, vous découragez toute bonne volonté. C'est ce qu'on appelle les anticipations en économie, et ils les ont fait jouer à fond, mais à fond sur le frein. Quand même quelque chose qui doit vous faire plaisir, c'est que cette semaine, le gouvernement a décidé de donner un coup d'accélérateur aux mesures préconisées par Louis Gallois. L'idée notamment du crédit d'impôt pour les entreprises va faire partie du collectif budgétaire examiné en commission. Ça n'était pas prévu. Explication d'Elisa Bertolomé. Il arrive plus tôt que prévu à l'Assemblée. La Commission des finances examine ce soir l'amendement gouvernemental sur la création du crédit d'impôt pour la compétitivité. D'ici fin 2014, il permettra aux entreprises de dégager 20 milliards d'euros. Une réduction d'impôt de 4% en 2013, 6% en 2014. Une mesure jugée plus que nécessaire par Jean-Marc Ayrault. Le gouvernement a décidé d'aller plus vite encore et de proposer au Parlement, dans la loi de finances rectificative, le crédit d'impôt pour qu'il soit effectif pour les entreprises dès le 1er janvier 2013
Et c'est là que j'appelle l'Assemblée nationale à se mobiliser et à créer un message de confiance pour l'investissement et l'emploi dans notre pays. Une déclaration destinée à mobiliser les députés de la majorité. Les socialistes ont fait connaître leur mécontentement au gouvernement. Ils demandent plus de contreparties aux entreprises. Des sous-amendements ont d'ores et déjà été déposés en commission. Nous avons joué notre rôle, qui est de faire en sorte que le Parlement précise l'utilisation qui doit être faite du crédit d'impôt et laisse à la négociation sociale, comme c'est souhaité, le rôle de contrôler, de vérifier, de faire en sorte que ce crédit d'impôt soit utilisé pour des gains de compétitivité, pour des investissements, pour la recherche, pour l'innovation. Le gouvernement se dit prêt à améliorer le dispositif en tenant compte des idées des députés socialistes. Le texte sera discuté dans l'hémicycle dès lundi 3 décembre. Alors, ce crédit d'impôt qui arrive plus tôt que prévu dans l'hémicycle, c'est une bonne nouvelle. Vous voterez cet amendement ? Écoutez, il faut le voir précisément comment il sortira des travaux de la commission avant de se prononcer. Mais globalement... Ça y est, il en est sorti. Oui, enfin, il y a des amendements après qui peuvent être adoptés, des dernières négociations, etc. Ce que je dis, c'est qu'il faut autre chose que simplement une mesure par-ci, par-là. Ça ne peut pas être simplement une espèce de saupoudrage. Il faudrait un vrai plan fiscal. Un plan fiscal qui tire les conséquences. C'est le fameux pacte de compétitivité de Jean-Marc ça fait 7 mois. Mais attendez, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois qu'ils sont au pouvoir. Ça fait 7 mois qu'ils nous annoncent des mesures. Mais moi, j'attends un plan dans lequel, grosso modo, on met 4 éléments sur la table. Le premier, comment on améliore le fonds de roulement, l'autofinancement des entreprises françaises, qui est grosso modo 2 fois inférieur à l'autofinancement allemand. Deuxièmement, comment on met en place les conditions du financement de l'économie française, parce qu'on sait qu'il y a un lien direct entre votre capitalisation le jour de votre création, vos fonds propres au moment de votre création et votre développement à 10 ans. Or, les entreprises françaises sont sous-dotées et n'ont plus souvent accès aux banques. Troisième sujet, comment mettons en place des vraies mesures de flexibilisation. Mais la Banque publique d'investissement, c'est simplement le regroupement d'institutions qui existent déjà. Troisième élément, comment mettons en place une vraie flexibilité du marché du travail en France? Parce que il y a des négociations. Mais attendez, ce sont des annonces. On peut passer au vrai. Et quatrième élément, comment mettons en place une vraie réduction de la dépense publique pour conditionner la réduction des prélèvements obligatoires en France, pour redonner du pouvoir d'achat et des capacités d'investissement à l'économie française. Une seconde sur le coût du travail. Il y a des négociations en ce moment qui pourraient éventuellement trouver un accord historique. Ça non plus, ça ne trouve pas grâce à vos yeux? Attendez, le vrai sujet, il faut le dire comme ça, parce que c'est ainsi que ça se pose chez un artisan, chez un commerce. Personne attendez, le licenciement. Moi, j'ai été pour un contrat de travail unique à droit progressif. Bon, parce qu'aujourd'hui, on a tellement rigidifié le droit du travail en France qu'on l'a précarisé. En fait, tous les Français, ou presque aujourd'hui, sont embauchés en CDD ou par intérim. Et aujourd'hui, on a des dérives qui sont totalement scandaleuses, comme le développement des stages pour faire appel à des surcroîts d'activité. Allez chez Darty ou allez chez Virgin, on vous embauche des stagiaires par paquet de 10, écoutez-moi bien, par paquet de 10 au moment de Noël, parce que plutôt que de payer un salarié, on va prendre un stagiaire. Bon, ben ça, c'est des comportements inacceptables. Et en même temps, on a besoin de donner de la flexibilité à un patron de PME pour qu'il ne soit pas dans l'angoisse s'il lui arrive, malheureusement, s'il est obligé de licencier. Voilà. Discussion avec les syndicats. D'accord, on va voir. Mais il faut donner de la souplesse pour licencier lorsque l'activité baisse, parce que sinon, le patron, il n'embauche pas. Et ça, c'est un frein à l'emploi. Et le dernier sujet, c'est qu'il nous faut absolument remettre le pays au travail en bossant un peu plus, d'où ma proposition qui, pour moi, reste toujours d'actualité, de 37 heures de travail par semaine. Allez, on va passer à un autre sujet. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, eh bien, on parle du mariage pour tous à l'Assemblée nationale. La commission des lois auditionne tous les jeudis en vue de l'examen du projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes du même sexe. Cette fois, c'est au tour des instances religieuses. C'est un sujet de Thibault Le Floch.
André 23, occupe-toi de ton culte. C'est avec ce slogan qu'une trentaine de personnes pro-mariage homo ont décidé de manifester contre l'audition par les députés des représentants des cultes. Ces derniers, quant à eux, estiment qu'il est normal de les auditionner. Il n'y a pas de raison que les représentants des cultes n'aient pas droit au chapitre, tout simplement. Mais on ne veut pas faire la loi, moi je n'irai pas manifester contre le gouvernement. Mais j'aime bien dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il propose. Salle Lamartine, l'ambiance n'est pas à la manifestation mais à la réflexion. L'ensemble des représentants des cultes, à l'exception des bouddhistes, ont réaffirmé leur hostilité à l'ouverture du mariage pour les couples homosexuels. Une position que regrettent les députés de gauche qui siègent dans cette commission. Et vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion juive. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion musulmane. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion protestante. Ça a toujours été les autres qui vous ont exclus. Et cette espèce d'exclusion, n'est-il pas enfin temps d'y mettre fin pour l'une des parties essentielles de notre société? Chacun campe sur ses positions, ce qui donne l'impression à certains religieux que le débat est biaisé. La difficulté qui s'est posée à nous cet après-midi, c'est d'être représentés tous ensemble comme les religions. Il n'y avait pas de députés UMP ou de députés de la droite qui ont posé des questions, ce qui a générer une image tout à fait surprenante de religion monothéiste face à des députés socialistes. L'audition est également jugée trop courte, mais difficile d'accorder les points de vue en 2 heures, alors que l'homosexualité reste un sujet sulfureux pour les principales religions monothéistes. Alors que dit le député maire Hervé Morin sur le mariage pour tous? On aurait eu un contrat d'union civile, on aurait évité cette guerre dans le pays dont on n'a pas besoin. Vous entendez les instances religieuses, ils sont contre évidemment? Non mais pour beaucoup, le mariage a un côté sacré. Et donc, plutôt que d'employer le mot mariage... c'est le mot qui vous... c'est l'appellation. Oui, c'est le mariage. Voilà. Pour certains, c'est la filiation. Moi, j'ai aucun problème pour signer un contrat d'union, d'être d'officier pour un contrat d'union civile à la mairie d'un couple homosexuel. Ce sera un contrat d'union civile de toute façon. Après, pas de mariage religieux. La politique, ce sont aussi des mots, parce que ces mots, ce sont des symboles. Donc, pour certains à droite, on pense notamment à François Fillon et d'autres, le problème c'était la filiation, l'adoption des enfants. Moi, je suis pour l'adoption par les couples homosexuels pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un régime de faux cul. Quand vous êtes homosexuel, qu'est-ce que vous faites? Vous cachez dans le placard votre compagnon, vous vous faites agréer parce que les célibataires ont droit d'adopter en France, et puis cet enfant finit par arriver dans la maison et il est élevé par un couple. Et donc, de 2 choses l'une, soit la loi française considère que, en effet, il faut un père et une mère, et dans ce cas-là, on interdit l'adoption par un couple, par un célibataire, soit on en tire les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on a un enfant qui est adopté par un parent, qui est élevé par 2 parents, et où l'autre n'a aucun moyen d'assurer sa protection, de lui transmettre son patrimoine, etc., etc. Donc je dis au nom du droit de l'enfant, au nom de la protection de l'enfant, qui va être élevé par 2 mères ou 2 pères, moi-même, ça me perturbe. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je pense qu'un enfant est mieux avec un père et une mère, qu'il a plus de chances de s'en sortir. Bon, même si tout n'est pas parfait dans notre monde, dans le monde des hétérosexuels, loin s'en faut. Mais honnêtement, je suis favorable parce que je veux protéger l'enfant qui aujourd'hui existe. Il y a à peu près une 40aine d'enfants chaque année qui sont adoptés par un célibataire et qui sont élevés ensuite par un couple homosexuel. Bon, donc tous les n'est pas parfait dans le monde des hétérosexuels, ce sera la phrase de la fin de cette émission. Merci Hervé Morin d'avoir été avec nous. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, au revoir. J'espère pour vous.